Bonjour à tous. Dans le cadre du séminaire Naître, humain ou le devenir, voici un thème central. C'est celui de cette présentation, question d'épigénétique. Les sources de cette présentation sont issues du MOOC épigénétique produit par l'Institut Pasteur et par le cours d'Edith Heard du Collège de France. Il y a aussi quelques compléments du support de formation sur le génome de Jenny Hérault. Voici le plan de cette présentation. Nous allons tenter de définir ce qu'est l'épigénétique, ce n'est pas évident, et comment l'épigénétique intervient dans toute l'échelle du vivant, de la bactérie à l'humain. Et puis nous aborderons un cas très concret, c'est l'épigénétique chez les abeilles, et puis quelques spécificités chez les végétaux. Ensuite, nous essaierons de penser le vivant en intégrant cette notion d'épigénétique face à l'évolution, à la survie des espèces et à la sélection naturelle. Comment la génétique, l'épigénétique et l'environnement génèrent une si grande diversité de phénotypes. Nous terminerons par une réflexion sur la stratégie du vivant et un questionnement sur la singularité cérébrale. Comment définir l'épigénétique? Ce n'est pas facile. Toute notre histoire a développé cette dualité entre l'inné et l'acquis. L'inné, c'est ce que l'on transmet par hérédité, par l'ADN, tout le champ scientifique de la génétique. Et de notre côté, l'acquis, c'est toute la transformation du phénotype, c'est-à-dire de chaque individu confronté à l'environnement, qui soit le milieu physique ou culturel pour les humains. Cette dualité est mise à mal par l'épigénétique car elle questionne sur la stabilité du génome au cours de son développement comme au cours de la transmission transgénérationnelle. Génétique, épigénétique et environnement font système. Génétique, épigénétique et environnement conduisent à une singularisation très importante des phénotypes, que ce soit au cours du développement de chaque individu, comme au cours de la transmission, qu'elle soit temporaire ou pérenne. Il y a multiples facteurs épigénétiques qui sont d'influence soit interne, soit externe au noyau de la cellule, et ces facteurs pourraient induire, en croisant la réversibilité ou non, la transmission ou non du phénomène chez les descendants, plusieurs familles qui regrouperaient tout dans un seul terme, l'épigénétique. Les facteurs internes sont les transformations de l'expression des gènes par la méthylation, par les histones, et par certaines formes de chaos internes, par les phéromones, par exemple, chez les abeilles. Et en externe, eh bien, la nourriture, la diversité de cette nourriture, les ARN messagers externes qui viennent aussi modifier l'expression des gènes, ARN contenus dans la nourriture. La température et les cycles climatiques programmés, en particulier chez les plantes.
Et puis donc la stochastique, c'est-à-dire le désordre, voulu, subi, le chaos, c'est-à-dire les transformations, les bifurcations, la multiplication des stratégies en parallèle. Voilà tout un tas de facteurs qui rendent la définition de l'épigénétique difficile. On pourrait avoir une définition relativement restreinte ou ouverte, suivant les phénomènes qui vont être engendrés à ce niveau d'action sur les gènes, leur expression ou leur inhibition. Je vais donner quelques exemples de transformation, d'adaptation liées à l'épigénétique. Exemple, c'est de criquets, par exemple, qui ont le même génome, qui passent le ver d'une phase solitaire à une vie grégaire, où il devient beaucoup plus combatif, et les colonies donc changent de couleur, sont plus agressives. Là, nous avons le camouflage, qui est un effet très, très rapide de plasticité pour un poisson qui va se développer avec des colorations différentes suivant le sol qu'il survole. Plus bas, par exemple, à droite, ce sont les œufs du coucou sur la première ligne. Et le coucou va nicher chez des oiseaux étrangers à son espèce. Et les œufs pondus par le coucou, la femelle du coucou, vont s'approcher autant que faire possible de l'aspect, de la couleur des œufs qui sont dans le nid qu'il vient, disons, utiliser. Ici, nous avons encore des génomes identiques pour ces différents organismes, que ce soit des animaux, des poissons, des papillons, des fourmis. Donc on peut voir que le même génome va donner, soit dans l'instant, soit sur une durée longue, soit sur une durée transmissible, de différents phénotypes. L'épigénétique est une science très jeune. Il est très difficile de discerner les sources de la plasticité des phénotypes. Il y a des prédispositions génétiques qui vont induire soit la stabilité, soit l'instabilité, soit la plasticité du génome. Il y a évidemment les transformations épigénétiques sur lesquelles donc cette science se œuvre, que ces transformations soient adaptatives, nocives, éphémères, réversibles, en cours de développement ou dans le transgénérationnel, en modification de l'expression des gènes, modification même génétique. Et puis, il y a les transformations comportementales et culturelles, avec ou sans impact génétique, avec ou sans impact épigénétique. Pour pouvoir mieux cerner les effets épigénétiques, nous allons revisiter rapidement les fonctions principales de la génétique, de la duplication des cellules. Vous voyez ici une représentation en bleu du noyau, dans la figure de gauche, et puis le rouge étant le reste de la cellule. La duplication de l'ADN est modifiée par des ARN messagers provenant des parties non codantes du génome, de l'ADN, et qui vont exprimer ou non certains gènes qui vont traverser le noyau pour aller chercher de l'information circulante dans la cellule
et qui vont, elles aussi, apporter des modifications dans la transcription et les codages. Il y a aussi des codages qui sont erronés, qu'il va falloir réguler. Donc on peut, de manière assez grossière, distinguer l'information structure qui est portée par l'ADN avec des parties modifiant sa réplication et puis de l'information circulante à l'intérieur de la cellule qui proviennent des cellules proches, que l'on peut considérer comme l'environnement premier, c'est la cellule, l'environnement second, ce sont les cellules voisines, et ainsi de suite, jusqu'à l'organisme complet. Cette planche que j'ai reprise d'une précédente présentation sur le fonctionnement cérébral nous questionne sur le rôle de l'inné et de l'acquis sur le plan de la culture en particulier. L'assemblée de neurones, effectivement, est concernée par la duplication, la réplication de l'ADN, création d'un nouveau neurone qui intègre effectivement la génétique et l'épigénétique, avec une plasticité cellulaire, neuronale, synaptique et peut-être plus globale. Alors, nous avons la tension entre l'inné et l'acquis, à partir des apports de Stanislas Dehaene, où l'on voit que, en fonction de l'environnement de confiance bienveillante, de communication positive, de peur, de stress, d'émotions négatives, le cerveau de l'enfant se développe de manière différente. Et l'on pourrait imaginer, c'est le schéma en bas, que le potentiel génétique initial, disons, qui est proposé à chaque individu, donc c'est la part du génome, par domaine d'apprentissage, va être directement mise en œuvre à la naissance, ou même déjà peut-être à la conception, qui va petit à petit être exploité, ce potentiel, par la plasticité cérébrale, la plasticité au niveau des synapses, les connexions des neurones entre eux. Et au-dessus, c'est la partie bleue, il va y avoir le recyclage neuronal qui concerne un principe un peu différent, c'est-à-dire que la circuiterie ou le réseau de neurones concernés ne va pas être modifié, il va simplement être inhibé et reprogrammé quelque part par sa nouvelle fonction, mais à chaque utilisation, il y aura l'inhibition et ensuite l'adaptation au nouveau programme, alors que la plasticité cérébrale s'effectue une fois pour toutes et le circuit est à ce moment-là transformé. Et puis il y a, bien en toute petite zone, hippocampe par exemple, un potentiel génétique créé car de nouveaux neurones peuvent apparaître. Donc cette planche montre un petit peu l'interaction non génétique et non épigénétique de l'environnement sur le développement du cerveau, avec deux fonctions essentielles qui sont la plasticité cérébrale, synaptique et le recyclage neuronal. On pourrait aussi parler de la réparation au niveau du cerveau, qui est la vicariance, et qui permet de réparer en trouvant des chemins différents. Revenons au génome. La stabilité du génome provient de la qualité de la réplication de l'ADN. Cependant, on peut noter quelques instabilités. Il existe des mutations. Le génome
présente donc une certaine forme de plasticité. D'autre part, il y a des réplications erronées. Il va falloir à ce moment-là corriger, donc un phénomène de régulation. Et puis, il y a un impact de l'environnement sur cette réplication. La réplication des cellules classiques, ce sont les cellules qui se dupliquent à partir d'elles-mêmes pour se reproduire à l'identique. C'est le cycle cellulaire avec le minimum de déformation, de la régulation. La mitose comprend aussi la réplication différenciée à partir de la gamète, des deux gamètes qui vont former le zygote. Il va y avoir une différenciation des tissus de l'organisme. Et cette différenciation va se faire aussi à partir du génome, de l'ADN, des 48 chromosomes, 46 chromosomes. Et puis, il y a la reproduction sexuée, qui est la méiose, qui va partir de deux cellules ayant chacune la moitié des gamètes, la moitié des chromosomes. Chaque gamète, femelle et mâle, va s'assembler en fécondation pour pouvoir produire la cellule source, le zygote, avec les doubles arrangements des chromosomes. Cette planche illustre plusieurs étapes de la reproduction, de la réplication d'une cellule dans le cadre de la mitose. Et l'on voit quelques éléments qui caractérisent la duplication de chaque chromosome avec les multiples phases pour chacune des duplications des ADN qui vont permettre d'élaborer deux cellules identiques ou deux noyaux identiques, différenciés ou pas suivant le type de cellule. Voici quelques définitions du matériel qui compose le génome. En particulier, l'allèle d'un gène, les allèles sont à la même position à la fin d'un gène et c'est ces allèles qui, suivant le choix, vont modifier le phénotype. Par exemple, un albinos tel que représenté sur la photo. Dans la phase stable de la vie d'une cellule, entre deux réplications, celle qui va la construire et celle qu'elle va générer pour se dupliquer, les chromosomes sont enroulés d'une manière assez complexe autour des histones et forment avec la chromatine un tissu qui est assez conséquent et qui fait dire que le chromosome n'existe vraiment en tel que lorsqu'il va y avoir duplication. Histone et chromatine sont deux des éléments du contexte de la duplication qui vont être les porteurs des adaptations, des modifications de l'épigénétique. Donc, fin ici de la première partie de cette